variété. Alors Jean-Pierre, je ne sais pas si c'était simplement lié à l'installation Les 4 piliers du ciel, mais j'ai écrit un texte qui va être publié sur ton travail et je me suis particulièrement intéressé à la question du chamanisme. Et ce chamanisme qui est d'une certaine manière extrêmement important pour toi, d'ailleurs de même que l'univers de la transe, sur lequel tu reviendras probablement. Alors ce chamanisme, je vais résumer très brièvement. Bien sûr, il y a une littérature qui est assez complexe, qui est belle mais complexe. On peut penser évidemment à Mircea Eliade et je ne rajouterai pas d'autres références pour ne pas alourdir et pour revenir véritablement à ton travail. En tous les cas, souvent, le chaman, sous la forme d'un désordre, ainsi que le dit d'une façon très belle Mircea Eliade, est là pour, d'une certaine manière, résoudre un conflit. Je voudrais, avant que nous passions aux commentaires, comme on a pu le faire pour tes références, qu'on discute et que tu nous cites. Tu avais retenu quelques citations sur le chamanisme et on fera peut-être une réaction et ensuite on passera aux commentaires. Volontiers. Donc là, je voulais citer les Upanishads, qui est un livre très important pour moi. C'est un livre de sagesse hindoue qui date de moins 3000 ans environ. Et donc c'est dans le paragraphe Garbha, numéro 4. Des milliers de fois auparavant, j'ai vécu dans la matrice d'une mère. J'ai pris plaisir à une grande variété de nourriture et je fus allaité à tant de seins maternels. Je naissais et mourais de nouveau et continuellement, je renaissais une nouvelle fois. C'est-à-dire que c'est ça le chamanisme, c'est-à-dire d'entrer dans ce qu'on peut appeler le karma ou l'infini des choses qui nous arrivent au travers de nos pérégrinations humaines. Et puis, quelque part, c'est cette non-mort, c'est d'avoir conscience d'appartenir à quelque chose qui nous englobe aussi, qui est matriciel, et qui nous fait appartenir à l'humanité. Après, est-ce que tout l'inconscient collectif survivra après notre mort? Bon, les hindous le pensent, mais bon, je pense que tant que l'humanité existe, on aura accès à ces données de notre imaginaire. Justement, c'est en cela que les images sont importantes. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup de rituels dans mon travail. Et pour ça que je suis fasciné par le chamanisme aussi. Ouais. Et tu dis que tu utilises beaucoup de rituels. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont ces rituels? Et puis, est-ce que c'est le rituel qu'on pourrait appeler aussi le protocole de création? Ou est-ce que c'est, on pourrait dire, plutôt une inspiration spirituelle? Et comment tu articules les deux? Non, tout est lié, vraiment. Comme je l'ai dit dans un certain texte, le gros problème pour moi, qui suis artiste aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas être chaman tout seul. On existe toujours dans une tribu, dans une société. Et c'est un peu un challenge assez incroyable de vouloir parler de ça. Mais il n'empêche que, comme j'ai fait des expériences de trance à New York, je pense que ça enrichit beaucoup mon travail. Et d'une part par les couleurs et par ce don d'ubiquité, parce que les images contrevalent quelque part. Bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'utilise des images pornographiques avec des images sacrées, entre guillemets. Et j'aime ça, c'est comme des autotamponneuses, tout arrive en même temps. Et comme ça, j'accède à un autre niveau. Voilà. Ouais. Alors à Paris, il y a quelque temps, il y avait eu au Quai Branly les Maîtres du désordre, qui était une exposition sur la relation entre chamanisme et art contemporain. Et effectivement, on pouvait retrouver de nombreux aspects qui peuvent t'intéresser. Et justement, un terme que j'aimerais bien qu'on retienne, parce que je pense qu'il est éclairant par rapport à ton travail, comme on parlait de danse tout à l'heure, c'est cette idée de circulation. Cette idée de circulation presque libre et en tous les cas sous le mode presque de l'association libre entre les images et pourtant dans un univers cohérent, et aussi parce que le chaman détient un savoir. Est-ce vrai, est-ce faux? C'est pas ça qui est important. En tous les cas, il n'est pas important d'y répondre maintenant, puis peu importe. Mais en tous les cas, un savoir ou des savoirs et une capacité à mettre les images entre elles. Tu as choisi un certain nombre de photos et j'aimerais qu'on discute de ces photos et que tu nous dises un peu
pourquoi tu les as choisies, d'où elles viennent, ce qu'elles représentent, évidemment. Oui. Eh bien là, je pense que c'est dans le nord, sans doute chez les Inuits, et on voit deux chamans qui sont en transe, et chaque fois qu'on voit l'image d'un chaman, il porte toujours un masque sur lui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on entre en transe, on rencontre pratiquement systématiquement ce qu'on appelle un animal spirit, c'est-à-dire un guide spirituel. Donc là, les deux chamans se transforment en morses. Souvent, ils se transforment en aigles et ils portent sur eux des habits qui viennent sans doute du morse, celui-là peut-être des hermines. Le rapport, ce qui est intéressant par ailleurs dans le chamanisme, c'est ce rapport induit avec la nature. Ils font partie de la nature, ils ne sont pas comme nous, hors nature, hors sol. Et pour eux, toute cette connexion est super importante, parce qu'ils n'existeraient pas sans la nature. Et c'est ça qu'on a perdu. Et c'est un peu, dans mon travail, j'essaie de redire un peu cela. Et puis là, on voit les chants chamaniques avec tambours, et c'est très impressionnant, bien sûr, de voir des trans. Moi, j'en ai jamais vu, mais j'en ai fait. Donc bon, déjà d'entrer en transe, c'est vraiment... c'est une expérience que l'on peut peut-être vivre dans la naissance ou dans la mort, ou dans la sexualité. Bon, il faut que ça se passe très très bien, quoi. Ouais. Et là, on voit par exemple cette chamane, je pense que c'est en Sibérie, et donc elle a son tambour, elle est sur un totem, et les chamans sont des gens qui prennent des risques. J'ai monté sur son pôle comme ça et aller chanter aux esprits. Et comme ils sont protégés par les esprits, ils peuvent prendre tous les risques qu'ils veulent. Ils sont toujours confrontés à la mort, à la maladie. Ce sont vraiment des gens très courageux. Ils ont une force incroyable. Bon, je ne pense pas qu'en Europe, il y a encore des chamans. Avant, il y avait les druides, et les gens qui ont peint Lascaux, sans doute, avaient des capacités hallucinogènes, parce que pour aller peindre la scène du puits de Lascaux, par exemple, il fallait en vouloir, quoi. Ouais, ouais. Ces images sont très belles. Et puis là, on voit les quatre piliers du ciel, mais elle est dans le ciel, si tu veux. Elle voyage dans le cosmos. Et alors, il y a aussi, je pense qu'elle manipule un tambour, voilà, qui est un élément important du chamanisme. Hein. C'est un des attributs principaux du chamanisme, de même qu'on a parlé du pilier, du même que le masque, ou encore d'autres attributs qu'on pourrait citer. Oui. Mais excuse-moi, parce que je te coupe, parce que justement les séances de chamanique que j'ai fait à New York, ma psychologue avait le tambour justement. Je pense que c'est pour faire entrer le corps dans un rythme différent. Peut-être que les battements du cœur se calment, on ne sait pas. Ils font maintenant des électroencéphalogrammes pour voir ce qui se passe dans les transes. Bon, ils trouvent des choses assez étonnantes. Bon, tant mieux, je pense qu'on peut accéder aussi en méditation. Mais c'est vraiment un état d'extase, comme ça. Oui. Et comment, finalement, mais peut-être que je ne te connais pas assez bien, mais comment finalement on peut lier, parce que le chamanisme, il y a une porte de... À la fois on est choisi, on a un message, il y a une forme de dépossession aussi. À un moment donné, comment c'est conciliable avec ton univers qui est pourtant, je trouve, quelque chose de très structuré, on voit dans les photos ou dans les reportages sur ton atelier, il y a quelque chose qui ne laisse pas la place à, je ne vais pas dire au hasard, mais le protocole est particulièrement maîtrisé. Alors comment ça intervient? Est-ce que ça intervient, le chamanisme j'entends, comme des motifs, ou est-ce que ça intervient sans une sorte d'inconscient qui pourrait comme ça nimber ou nourrir l'iconographie? Non, je connais le désordre et je sais que pour ma production d'artiste, il faut que je travaille dans l'ordre absolu. Oui, ça c'est impératif. Sinon, je n'existerai pas. C'est comme les moines ou les chamans qui vont à l'école chamanique pendant 20 ans, chez les Kogi en Colombie. Il faut une discipline, sinon tu pars en live, tu finis dans la rue, c'est tout. Je veux dire, non, je pense qu'il faut une discipline incroyable et puis une volonté, parce qu'il faut y aller, quoi. C'est pas évident. Oui. On peut peut-être regarder cette autre photo. Oui. Ça, j'ai l'impression que c'est au Tibet, mais je ne sais pas la source exacte. Ce qui me plaît, c'est ce masque de cerf qui est complètement fabuleux.
j'ai vu à New York quelques masques comme ça, tibétains, que je voulais acheter, mais malheureusement, je n'avais pas les moyens. Et le costume est vraiment... On sent qu'il est dans le cosmos, cet être-là. Il est vraiment en fusion avec la nature, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est d'une beauté, peut-être d'une cruauté aussi. C'est l'animalité par excellence, l'animalité dans la spiritualité. Et c'est un tout, voilà. Est-ce que tu serais d'accord pour dire, en tous les cas, il y a certaines figures de chamans qui sont effrayantes. Il y a aussi cette idée dans le sens d'effroi, mais plus que dans le sens qu'en donnait Pascal Quignard dans Le sexe et l'effroi. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'effroi. Est-ce que tu sens cela dans ce type de photo, et est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais ou que tu recherches d'une certaine manière? Non, j'aime pas trop la magie noire. Je suis pas de ce côté-là. Je suis magie blanche. Moi, je trouve que le monde est merveilleux. Et bon, certains artistes sont attirés par la souffrance. On voit, il y a des artistes qui travaillent des scènes de guerre et tout. Moi, je suis vraiment attiré par ce côté beautiful. C'est juste magnifique, c'est là, c'est présent. Il n'y a rien à ajouter. Le gars, il est dans sa transe, il fait de mal à personne. Et peut-être qu'il aide aussi l'humanité. Et moi, je suis plutôt dans ce côté soignant que même dans mes images de bondage, on peut penser que c'est mettre le corps de la femme en soumission. Pas du tout, c'est une liberté, c'est se libérer du corps et pour entrer dans notre monde. Oui, je ne suis pas du tout ce côté sombre, pas du tout, je ne suis pas du tout angoissé. Mais c'est ma nature. Donc par exemple, sur cette image, qui peut paraître assez effrayante d'un certain côté, toi tu ne vois pas le caractère effrayant, mais plutôt le caractère de réconciliation entre deux univers, notamment l'univers immanent et l'univers transcendant. Oui, tout à fait. Parmi ces images qui sont peut-être un peu du chamanisme, en tous les cas qui y répondent, est-ce que tu peux nous commenter cette très belle femme dans une procession? Oui, je ne sais pas si elle est d'Afrique ou d'Océanie, mais enfin bon, il y a des coquillages, il y a tous des symboles de fertilité. Et je trouve ça, parce qu'elle est d'une sensualité incroyable, aussi d'une présence. Georges Bataille en parle très bien avec toutes ces images dans l'érotisme. L'érotisme, c'est une présence, l'extase, c'est une présence. Et cette femme-là est présente. Et on peut mettre toutes les images de femmes qui font des défilés à Paris. Jamais personne n'aura cette présence-là. Parce qu'elle existe. Elle est pleine, elle connaît son identité, elle n'a pas honte de son corps. C'est une fertilité, c'est magnifique, quoi. Et en tous les cas, moi ce que je vois dans cette image, c'est qu'on a l'impression qu'elle détient, je ne sais pas si c'est un pouvoir, certainement pas, mais un savoir que nous on ne détient pas. Plurimillénaire. Oui, et c'est ça qui est assez beau, c'est qu'elle rend encore vivant ce savoir qui normalement avait toutes les chances, non pas tant de disparaître, mais de mourir. De mourir, oui. Ensuite, une grande fresque, enfin une personne en train de travailler sur une fresque qui s'appelle L'étreinte du serpent. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, mais là je vais en revenir un peu à l'échelle de grandeur. Il se trouve que moi, étant enfant, j'étais asthmatique. Et je vais citer une phrase d'Antonin Artaud qui dit « Qui n'a pas souffert dans l'essence de son être ignore la difficulté de la vie, car il ne suffit pas d'apprendre à penser, il faut d'abord être. » C'est-à-dire que cet homme-là, il est. Donc, je reviens à mon histoire d'enfant. J'étais à Briançon et quand je vois des photos de moi devant les montagnes, je suis minuscule devant les montagnes, et j'étais dans un lycée pour les asthmatiques avec des autres enfants qui venaient de la France entière. Et on a dû créer notre monde imaginaire quelque part pour survivre. Parce que faire des crises d'asthme, c'est penser mourir à chaque fois. On ne sait pas si on va passer les jours d'après ou l'heure d'après. Et donc, cette angoisse peut être transformée en création. Et là, les chamans, c'est souvent ça. Ils ont souvent été malades, ils ont été guéris et ils peuvent transmettre aux autres leur savoir. Et ça, c'est une image qui est tirée du film qui s'appelle L'étreinte du serpent, d'un réalisateur colombien. J'ai vu passer sur Arte, que je ne connaissais pas du tout, et j'ai fait une capture d'écran sur ce grand mur. Et cette réalité, on voit ce petit homme qui fait sa fresque gigantesque sur le grand mur,
en mettant plein de choses, de symboles, des axes directionnels, des animaux, des symboles géométriques. Et c'est exactement ce que je fais dans mon travail. Ça, c'est moi, quelque part. Je suis ce chaman. Puis pour réagir de mon côté, moi je pense beaucoup à ce rituel du serpent, qui est un texte et une conférence de Warburg, justement, sur cette façon dont il met en circulation différents rituels autour du serpent, et ces rituels qui, à chaque fois, sont là, toujours, pour exorciser une peur et liés aussi à la fertilité. C'est-à-dire que la théorie de Warburg, c'est que le serpent permet à la fois la peur, mais aussi son antidote. Et c'est ce qu'il a voulu montrer, et c'est ce que je sens en tous les cas dans cette fresque immense, et effectivement qui réagit et qui rebondit sur les 4 piliers du ciel. Ensuite, une image que tu avais déjà dans une précédente conférence commentée, mais qui est tout à fait impressionnante, et aussi quelque peu qui pourrait faire penser à un serpent, mais qui ne l'est pas. Je te laisse la présenter. Oui, mais j'ai eu la chance d'aller au musée d'art anthropologique de Mexico, et où on tombe sur des statues comme ça. Et là, c'est une statue qui est assez grande, je pense qu'elle doit faire peut-être 3 mètres de haut, qui est un monolithe en granit, donc c'est vraiment impressionnant. Et donc, elle a des crânes de mort, elle porte des serpents, elle porte des cœurs aussi. On sait que les Aztèques faisaient des sacrifices humains. Et donc, c'est vraiment la déesse mère qui régénère le monde par excellence. Du côté de la beauté, on peut dire qu'elle est laide comme un pou, mais elle est magnifique parce que c'est l'énergie vitale, si tu veux. Et vraiment, d'être devant toutes les statues aztèques, olmèques ou mayas, ça me procure toujours ce choc énergétique, si tu veux. C'est comme, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie de rencontrer des gens qui ont une énergie surhumaine. Une fois à New York, j'ai rencontré une fille qui était yogi, qui était un maître yogi. Je vais la voir, je dis mais vous avez une énergie incroyable. Elle me dit il faut être 2 pour sentir cette énergie. Et c'est ça, c'est-à-dire que les chamans et peut-être les yogis ont peut-être cette énergie, ce qu'on appelle les vieilles âmes. Et donc là, quand on voit ça, on sent qu'on appartient à une vieille âme, à quelque chose de commun à toute l'humanité, entre guillemets. Est-ce que ça veut dire aussi que pour créer l'énergie qu'on sent dans ton installation, dans tes installations, mais particulièrement celles qu'on présente actuellement au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, il faut être 2? Est-ce que toi, tu perçois cette énergie, et est-ce que cette énergie, elle est consciente à la fois quand tu réalises la pièce et quand tu la présentes? Est-ce que tu la présentes aussi, pas simplement parce que c'est ton but d'être un artiste, c'est d'être présenté, mais c'est aussi d'activer quelque chose? Est-ce qu'on peut dire que la pièce, de la même manière qu'il y a un rituel, est-ce qu'on peut dire que la pièce est activée par la relation que le visiteur pourrait avoir, et quel serait le bénéfice de cela? C'est compliqué parce qu'il y a tout le rapport au spectateur devant l'œuvre d'art. Est-ce que le spectateur doit être initié pour ressentir l'énergie? Peut-être. Je m'aperçois que les seules personnes, comme mon amie Marie-Madeleine Varret, qui rentrent dans mon travail vraiment de manière fusionnelle, sont des gens qui ont eu une révélation cosmique quelque part. Donc après, il faut... Oui, le rapport à l'œuvre est compliqué, mais je n'ai pas conscience de cette énergie. Je fais les choses comme ça parce que peut-être c'est un don, ou peut-être j'ai appris tellement de choses, j'ai rencontré tellement de gens intéressants que c'est fluide, quoi, ça passe comme ça. Et peut-être qu'après ça s'arrêtera, on ne sait pas, peu importe. Mais pour que les gens ressentent cette énergie, comme je te dis, il faut une initiation, il faut vraiment que quelque chose leur soit arrivé, je pense. Un déclic. Je pense que le gars qui vit à Besançon, qui a été à l'école à Besançon, si une fois il n'a pas trébuché, il y a peu de chances de rentrer dans le travail, mais peu importe. Peut-être qu'il peut aimer les couleurs, autre chose. Peu importe. C'est pas très important. En tous les cas, ça serait une belle chose, parce que c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans les musées, de mettre en relation un public et lui rappeler que quelque chose est arrivé, ou quelque chose a pu arriver. Et cette idée de trébuchement, moi, je trouve qu'elle est très belle, parce que c'est à partir de ce trébuchement qu'on finalement
on crée une relation à l'œuvre parce que c'est notre but. Et on va conclure cette deuxième partie d'entretien avec cette photo un peu effrayante, je dois bien le dire, mais toi tu ne la vois pas comme effrayante alors? Mais non, au contraire, parce qu'en fait ce sont deux asthmates. Il faut dire qu'à New York, j'ai été toujours fasciné par les totems asthmates qui parlent de la vie dans sa pure matérialité, c'est-à-dire que ce sont le grand-père, le père, des générations qui s'entassent comme cela jusqu'à l'arrivée du bébé, et le bébé est né forcément d'une éjaculation. Je trouve que c'est quand même plus intéressant de montrer ça que de ne rien montrer dans les musées. Bon. Et là, on voit deux asthmates, deux copains asthmates, et ils se trimballent avec leurs ancêtres à la ceinture. Et pour eux, la mort n'est pas du tout un problème métaphysique, c'est un problème quotidien, c'est-à-dire qu'ils étaient proches de leurs ancêtres, ils les portent comme totem, parce qu'ils les ont aidés, ils sont en vie, donc ils leur rendent hommage à cette vie. Et je trouve qu'en France, en Occident, on n'a plus aucune reconnaissance vis-à-vis de nos ancêtres, on les traite comme des chiens. C'est absolument incroyable. Moi, j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps, mon grand-père, et je leur suis, j'ai ma maman qui est encore en vie, mais je lui suis sans arrêt reconnaissant de m'avoir mis au monde et d'avoir passé tellement de temps avec moi. Parce que, tu sais, pour créer un artiste, c'est pas comme ça, tu vas être artiste, il faut lire des centaines de livres, il faut aller voir des centaines de musées, il faut un peu d'argent. Et ces gens-là, on sent qu'ils ont été bien nourris. Ils ont été, ou ça peut être leur famille, ou leurs ennemis qui portent, parce qu'ils sont fiers d'avoir tué leur ennemi, si tu veux. C'est totémique. Et bon, ben nous, on n'a plus de totem, on n'a plus de connexion intra-humaine. Quelque part, notre lien se délite de plus en plus. Et ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Et au fond de moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Ça me procure une grande émotion. Et quand je vois ça, mais ce sont eux qui ont raison. C'est pas nous, c'est pas l'Occident. En tous les cas, décrit ainsi, ça me permet de conclure peut-être sur cette idée que finalement, que ce soit chez les asthmates ou encore dans les 4 piliers du ciel, il y a quelque chose que je ressens, moi, très fondamentalement, c'est cette idée de protection. On est sous une forme de protection, mais en tous les cas, peut-être de déesse tutélaire, de dieu tutélaire, et d'une relation fondamentale à la circulation des symboles.